Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui termine la trilogie sur les problèmes de dos, plus particulièrement sur la hernie discale. La première vidéo consistait à savoir comment s'entraîner quand on a ce problème-là. La deuxième, quels sont les mouvements d'étirement, de mobilité à réaliser pour se soulager des douleurs. Et la troisième, celle d'aujourd'hui, ce sont les 10 conseils complémentaires donc, pour lutter contre le mal de dos. C'est parti! Le premier conseil, il est lié au sommeil. Donc, quand tu n'as pas de problème de dos, généralement, si tu dors dans ton lit, tu peux rester longtemps avec ton matelas et sans vraiment te rendre compte que il est usé ou que finalement tu peux encore traîner un peu avec, c'est pas urgent de le changer. Sauf que quand tu te chopes une hernie discale, tu te rends compte que le sommeil c'est super important et que si ta literie est foutue, tu as intérêt à la changer très très rapidement. Je m'en suis rendu compte parce que à un moment donné, forcément tu as mal au dos, au début tu galères, après ça va un peu mieux. Et finalement, c'est toujours le matin où tu as mal, mais tu te dis, bon, c'est un peu normal, le matin, se rouiller, donc c'est normal qu'à ce moment-là, ce soit le plus dur. Mais quand tu changes de literie pour X raison, tu dors dans un hôtel ou chez des amis, et puis tu te rends compte que tu as moins mal, tu te dis, ok, je crois qu'il faut que j'aille changer mon lit. Quand j'ai posé la question à ma femme, elle m'a dit, oui, ça fait 10 ans qu'on a le matelas. J'ai dit, bon, là, ok, direct. J'ai changé le matelas tout de suite. Donc c'est bon, très très important de te poser la question, combien de temps ça fait que tu as ton matelas? Et si ça fait plusieurs années que tu l'as, change-le. Et après, il faut prendre un type de matelas donc relativement ferme, mais pas trop. Un matelas qui est parfois à mémoire de forme, qui est intéressant, et qui ont aussi les consignes qui luttent contre les tensions musculaires. Donc c'est souvent indiqué dans la fiche descriptive du produit. Donc c'est important de prendre un matelas adapté aux problèmes de dos. Deuxième conseil, toujours lié au sommeil, donc il faut minimum dormir 7 heures par nuit, si tu peux 8 heures dans l'idéal. Donc moi en général je dors 7h30 par nuit et dès que je peux, je me fais une petite sieste d'une demi-heure, 3/4 d'heure dans la journée. C'est plus souvent vers 16h-17h, mais c'est lié à mon travail parce que je finis assez tard. Mais si tu peux faire une petite sieste, même 15 minutes, à l'heure du midi ou à un moment dans la journée, c'est vraiment très, très important pour récupérer tes 8 heures et aussi pour faire une pause, surtout si tu as un métier physique. Moi j'ai un métier où je dois manipuler, montrer les exercices, faire les séances avec les gens et à un moment donné je fatigue. Donc dans la journée, si je peux faire une pause, allonger, dormir une demi-heure pour après repartir, finir mon travail, donc faut pas hésiter à le faire. C'est vraiment très très important, c'est souvent un domaine qu'on néglige. Si tu dors pas assez, tu auras toujours mal, ça c'est certain. Donc les fonctions du sommeil sont très très importantes pour la récupération au niveau du dos, mais aussi au niveau de récupération cardiaque, musculaire, nerveux, donc c'est vraiment essentiel de bien dormir. On l'a vu sur la première vidéo, donc attention, bien adapter ton entraînement. Donc c'est souvent des exercices isolés, donc fais plutôt les exercices assis ou allongés, debout certes, mais évite tous les mouvements de soulevé de terre, de squat, de soulevé de terre roumain, des mouvements inutiles que tu peux largement compenser par des machines ou des positions allongées avec le dos qui n'est pas en suspension vers l'avant à soulever des poids qui sont inutiles pour ce type de problème. Donc très important d'isoler, donc je t'invite à regarder ma première vidéo pour savoir un petit peu ce qu'il en est, je donne tout le détail et c'est vraiment très important d'éviter ce type d'entraînement qui va continuellement relancer ta douleur ou des placements sur le dos avec haltères comme j'ai expliqué pour les séances PEC où le fait de s'allonger, de se relever va te poser de sérieux problèmes avec des mouvements compensatoires et si tu t'entraînes très lourd, tu as tendance à utiliser des appuis au niveau des pieds et faire des petits mouvements parasites qui vont relancer les tensions dans le dos. Donc fais plutôt des entraînements isolés, c'est-à-dire des machines isolées, des exercices, des groupes musculaires isolés avec des postures assises, allongées, debout mais sans bascule du dos en arrière, sans charge lourde en fait. Au niveau alimentaire, pas la peine de dire de manger équilibré, ça n'a pas trop d'intérêt. Par contre, c'est plus au niveau hydratation, là où c'est très important,
ton corps est constitué de plus de 60% d'eau, 70% d'eau, et il en est de même pour tes disques intervertébraux qui sont assez globuleux. Donc si tu ne mets pas d'eau dans ton corps, ben, tu t'assèches et donc tu vas avoir des disques asséchés. Donc si tu as un problème de hernie où tes disques sont atteints, ça va amplifier le problème. Donc il faut boire plus que d'habitude quand tu as une hernie, justement pour bien hydrater ton corps. Et ça, c'est de garder cette habitude-là ensuite quand ton dos va mieux, pour éviter d'avoir ce type de problème, parce que dès que tu ne bois moins, bah, tu as aussi des facteurs type tendineux qui vont apparaître. Donc ça paraît tout con comme conseil, mais si tu ne bois pas, ça va vraiment te poser problème. Donc bois, moi ce que je fais, c'est que j'ai acheté une bonbonne d'eau qui est à portée de vue et j'ai un petit godet d'eau et je me sers des godets comme ça tout le temps sur ma journée dès que je passe devant l'endroit le plus habituel dans ma salle. Il y en a d'autres qui se mettent des rappels sur leur montre, il y en a d'autres qui posent la bouteille sur le bureau et comme ça on est toujours le nez dessus. Donc c'est vraiment très important de s'hydrater même si c'est pas dans tes habitudes. Et si tu dois te lever pour aller plusieurs fois aux toilettes, c'est pas un problème, surtout quand tu as mal au dos, tu es prêt à tout. Donc bois beaucoup d'eau et n'hésite pas vraiment à supplémenter tes habitudes à ce niveau-là. Autre conseil sur les compléments, on a dans le corps donc des muscles, des tendons, des os, des fascias, des fibres de collagène. Donc on a toutes sortes de matières qui nous maintiennent debout et qui font qu'on arrive à faire des tonnes de choses. Mais quand tu vieillis, ton taux de collagène diminue. Et moins tu as de collagène, moins tes muscles, moins tu as de flexibilité, plus ta peau se frépit, plus tu es assujetti aux tendinites, encore une fois. Donc tu peux te supplémenter en collagène à raison de 5 grammes par jour en alternant collagène marin, collagène bovin. Et tu peux combiner à ça ce qu'on appelle de la glucosamine chondroïtine, qui sont des cartilages de requins, de crustacés, enfin d'ailerons de requins, de crustacés. Sont des complexes qui permettent d'avoir des articulations plus flexibles. La colonne vertébrale est une articulation également, au même titre que les poignets et les coudes. Donc c'est important aussi de se supplémenter d'une manière occasionnelle, c'est pas le mot, mais durant tout le cycle où tu as mal. Le collagène, par contre, dès que tu as passé la trentaine, c'est quelque chose qui se prend d'une manière continue. Sauf, comme j'ai expliqué sur ma vidéo sur le collagène, si tu as trouvé le moyen d'arrêter de vieillir. Autre conseil, toujours en rapport avec l'alimentation, évidemment, si tu es en surpoids, notamment chez l'homme, le ventre, c'est là où on va prendre le plus. Donc plus ton ventre va grossir et être vers l'avant, plus tu vas cambrer le dos vers l'arrière et plus tu vas pincer au niveau des disques intervertébraux. Donc c'est très important donc, d'avoir un poids normal. Et donc le poids normal, c'est quoi? C'est j'ai un ventre plat. Je ne te parle pas d'avoir les abdos et d'être hyper bodybuildé, mais au moins d'avoir un ventre plat, ça c'est super important pour donc avoir une bonne hygiène de vie, certes, mais surtout pour minimiser les pressions sur le dos. On a tendance à sous-estimer, si tu as 10 kg de masse graisseuse au niveau du ventre, c'est démultiplié au niveau de ton dos et ce sera encore plus démultiplié dès que tu vas faire un mouvement de penchement en avant ou un mouvement où tu vas devoir soulever un objet ou te contorsionner. Tout ça, ça va amplifier les problèmes et ça va te donner des tensions supplémentaires. Donc dès que tu peux, cherche à amincir de quelques kilos, hein, sans devenir sec comme un coucou, mais du moins de t'alléger au niveau du poids pour que ton dos lui-même soit allégé. Autre conseil aussi, c'est surtout des conseils du quotidien, donc c'est-à-dire qu'avant tu pouvais peut-être être amené quand tu fais tes courses, c'est à prendre un pack d'eau d'un côté par exemple et te déplacer avec de ta voiture au parking ou chez toi. Et en fait, il faut toujours prendre les objets près du corps. Donc si je prends un pack d'eau, moi je vais le ramener contre moi et je vais me déplacer avec, alors qu'avant je le prenais comme ça puis j'avançais. Le problème c'est que, encore une fois, on met une pression d'un côté, la colonne vertébrale doit compenser de l'autre, donc en contractant les muscles opposés, mais encore une fois, si tu as une fragilité dans le dos, c'est mettre des tensions inutiles. Donc ça va être ça partout au ton quotidien. Donc dès que tu vas vouloir soulever quelque chose, c'est vraiment toujours dos bien droit, faire en sorte de ne pas s'incliner sur le côté, éviter aussi des risques inutiles, comme par exemple on va t'inviter pour un déménagement, c'est sympa, donner un coup de main aux amis, mais il va falloir plutôt s'occuper des petits cartons que de se taper le piano dans l'escalier. Surtout si tu es un peu balèze,
on va te dire, bah là, on va inviter le copain, il est balèze, lui, il va pouvoir faire la machine à laver, tout le bazar. Et ben non, en fait, si tu as les hernies, ou même si elle disparaît, et ben ça, c'est plus pour toi, en fait. Toi, tu vas te contenter de faire tous les cartons, et puis tu vas expliquer que tu as un problème de dos et que tu peux plus te permettre de soulever des charges énormes, même si avant, tu le faisais sans problème. 7e conseil, donc on va aborder donc, toutes les consignes par rapport à l'aspect médical. Donc au niveau des soins, donc là je fais tout ce qui est kinésithérapie, 2 fois par semaine. Idéalement, prends un kiné qui peut te prendre individuellement. Évite les kinés qui te mettent dans une pièce, qui te donnent un exercice ou qui te mettent les électrodes, qui fait le tour des 10 patients et qui vient te revoir 20 minutes après en disant c'est bon, ça a été, qui te redonne 2-3 exos, qui te manipule 3 secondes et qu'après il te dit on se voit la semaine prochaine. Il faut vraiment éviter ce type de praticien, plutôt prendre les praticiens qui te prennent individuellement. Donc là, c'est mon cas, j'ai un praticien sur Calais, il me prend 2 fois par semaine le matin, il me fait mes massages, il me fait mes manipulations, il fait tout ce qu'il faut pour me soulager, pour qu'ensuite je puisse faire ma journée. Idéalement, c'est de le faire le matin, comme ça après tu te sens mieux pour faire ta journée. Après, si tu peux pas, bien sûr, le soir, ça fonctionne aussi, mais dans ce cas-là, n'oublie pas de faire les étirements que je t'ai donnés sur la vidéo numéro 2. Donc le kiné, 2 fois semaine dans l'idéal, de ne pas faire une fois un coup, 3 fois la semaine d'après, ensuite s'arrêter 15 jours. C'est vraiment la régularité encore qui est très important. Et donc le praticien qui te convient, quitte à essayer 2-3 praticiens, et puis pose la question autour de toi. Si tu ne connais pas les kinés, demande à des amis, la famille, s'ils ont déjà fait du kiné et s'ils restent bien individuellement avec toi, ou si au contraire, il te fait isoler dans une pièce à glander, avec des électrodes pendant 20 minutes. 8e conseil, c'est au niveau des médocs. Donc là-dessus, c'est le médecin qui te les donne. Hein. Donc moi, de ce que j'ai testé, ce qui fonctionne le mieux, c'est la cortisone. Mais évidemment, c'est quelque chose qui ne peut pas être perduré dans le temps, parce que sinon c'est très mauvais pour la santé. Dans le sens où ton corps en produit naturellement, mais à partir du moment où tu en donnes, il n'en fabrique plus. C'est comme la testostérone, si tu t'injectes de la testo, ton corps en fabrique plus, donc tu te sens super en forme, et le jour où tu arrêtes, il ne se passe plus rien, parce que ton corps, le temps qu'il en recrée, il va se passer des lustres. Et en cortisone, c'est pareil, si tu arrêtes d'en donner, ton corps n'en fabrique plus, et si tu arrêtes du jour au lendemain, la douleur revient systématiquement. Donc les conseils que je donnerais, donc là c'est plus de l'ordre du médecin, mais je les donne quand même en complément, parce que parfois il y a des médecins qui vont juste donner 5 jours et tu stoppes. Et en fait, c'est mieux de faire donc effectivement minimum 5 jours, mais ça peut être un peu plus, hein, surtout si la douleur est vraiment très intense, mais ne pas faire durer ça pendant des mois. Hein, donc ça peut être, moi j'ai déjà fait 15 jours, c'est déjà pas mal, et au niveau de l'arrêt, c'est toujours progressif. Donc moi je prenais 40 mg par jour le matin, et quand je devais arrêter, donc je passais de 40 à 30 mg, puis du 30 à 20 mg, à 10 mg, pour ensuite arrêter. Et l'intérêt de la cortisone, c'est que ça soulage énormément la douleur, mais par contre, ça a un effet booster. Donc quand tu prends ça, tu pètes le feu, quoi. Donc du coup, faire attention, parce que parfois, on va vouloir en faire plus, parce qu'on a la forme, parce qu'on est... En fait, c'est comme du dopage, hein. C'est pour ça qu'il y a des athlètes qui prennent ça. Donc attention de ne pas faire de la suractivité, parce qu'après, tu vas payer le prix au niveau de ton dos. Donc, et on a tendance à ne pas savoir l'effet secondaire que ça a. On dit c'est bon, ça va me soulager le dos, mais en fait, avec ça, tu es dopé de fou, quoi. Et si tu continues à en prendre sur plusieurs jours, à un moment donné, même au niveau du sommeil, moi je dormais vite, mais je me réveillais à 5h du matin en pétant le feu, quoi. Donc fais attention de ne pas faire durer ça très longtemps, et dès que tu peux arrêter, arrête. Après, sinon, il y a des autres anti-inflammatoires, parce que la cortisone, c'est un anti-inflammatoire, mais stéroïdien, c'est pour ça que ça te booste. Donc il faut prendre un autre anti-inflammatoire non stéroïdien. Donc là, c'est pareil, le risque, c'est qu'à un moment donné, ça donne mal à l'estomac. Moi, c'est pas mon cas, c'est pour ça que ça se prend toujours en mangeant, mais ça, c'est le médecin qui te le dit. Hein. Et l'avantage des anti-inflammatoires non stéroïdiens, c'est que tu n'as pas cet effet booster. Enfin, tu n'as pas cet effet booster dans le sens où, à un moment donné, tu deviens nerveux comme je sais pas quoi, puis tu dors plus. Mais encore en contrepartie, ça tire un peu sur l'estomac pour certaines personnes. Donc encore une fois, c'est des cycles de 15 jours max. Donc si à un moment donné, tu as fait la cortisone, tu as encore mal, le médecin te donne un anti-inflammatoire, tu as encore mal, là, il faut passer au niveau supérieur. Donc le 10e conseil, ce sera donc tout ce qui est infiltration. Donc l'infiltration, ça va être sous scanner, donc ça va être infiltrer une aiguille microscopique dans la région blessée.
Alors, on va te dire c'est dangereux, c'est pas dangereux, patati patata. Bon, moi je l'ai fait. C'est pas dangereux en soi. Forcément, de toute façon, quand tu fais le rendez-vous, il t'explique bien tout comment ça se passe. Et après, tu revois le praticien pour t'injecter le produit qui, encore une fois, de la cortisone, hein, mais localement. Donc, moi, quand je l'ai fait, clairement, j'ai eu mal. Je ne vais pas mentir. Mais aussi, c'est parce que ma hernie est située en bas à gauche, tout près du nerf. Donc, pour que la douleur soit soulagée, il fallait infiltrer le plus près possible, donc près du nerf. Donc là, clairement, je l'ai senti passer. Et là, on ressent bien tout le trajet du nerf. C'est-à-dire, j'ai vraiment senti du bas du dos jusqu'au pied. Et c'est un peu comme si on passait un courant électrique, qu'on appuyait sur on, et je sentais tout le courant électrique du bas du dos jusqu'au pied. Alors la sensation n'est pas du tout agréable, mais ça ne dure pas longtemps. C'est juste qu'il faut le savoir, parce que moi, je me suis dit, ouais, infiltration, ça fait pas mal. En plus, j'entraîne des radiologues, on dit non, ça fait pas mal, etc. Mais entre une infiltration à l'épaule ou au genou et une infiltration dans le dos, il y a deux mondes. Dans le dos, clairement, ça fait vraiment pas du bien. Après, encore une fois, ça dépend où est située ta hernie. Enfin, moi, je l'ai senti passer. Je sais que je vais certainement devoir en faire une deuxième. J'appréhende un peu. C'est pour ça que j'ai testé ma cortisone anti-inflammatoire. Mais à un moment donné, quand tu as mal, tu ne peux pas rester comme ça. Donc tu peux faire une deuxième infiltration, voire une troisième en finalité. Bien sûr, si malgré tout ce que tu as fait, les soins, le repos, les exercices adaptés, les mouvements d'étirement de mobilité, les cortisones anti-inflammatoires, la filtration première, deuxième, troisième, tu as toujours mal, au point où ça devient invivable, et la dernière phase, c'est de passer sur le billard. Hein. Aujourd'hui, les opérations sont beaucoup moins contraignantes qu'avant. Ce n'est pas forcément des plaques qu'on va te mettre dans le dos, hein, c'est des opérations au laser. Mais il y a quand même une convalescence derrière où tu ne peux pas bosser pendant 2 mois, hein, donc tu es en arrêt. Donc c'est des conséquences vraiment très importantes. C'est pour ça moi je vais éviter d'y aller parce que 2 mois d'arrêt dans mon activité, ce serait vraiment très compliqué. Mais à un moment donné, quand tu as mal, tu as mal. Mais avant de faire tout ça, il faut faire tout le cursus. Hein, donc être patient, une hernie c'est entre 6 mois et 1 an, donc du coup faut pas vouloir aller se faire opérer parce qu'on a mal depuis 2 mois, il faut vraiment faire en dernier lieu. Donc voilà pour les 10 conseils, j'espère que ça t'a apporté quelque chose. Si toi aussi tu as une hernie et que tu as des conseils supplémentaires à apporter, n'hésite pas à mettre dans les commentaires, ça peut aider tout le monde, on est là pour ça. Donc si tu es en ce moment dans ce type de problème, je te souhaite un bon courage, un bon rétablissement. Suis bien tous les conseils que j'ai mis sur les 3 vidéos et j'espère que ça ira mieux pour toi et que tu pourras te rétablir très vite. Sur ce type de vidéo est fini, on va passer sur un autre format. Hein. Donc j'ai parlé des techniques d'intensification à l'entraînement, on va voir ça sur les prochaines vidéos. Après, il y aura également le salon du fitness à Paris, le Fitex, et puis la reprise des compétitions. On verra ça donc sur d'autres vidéos. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour la suite de cette rentrée 2024. Bye bye!